mais en fait, c'était ça. C'était vraiment ça le drame. C'est ce qui a fait c'est ce qui a amené mon abandon, en fait. Bonjour, cet épisode du podcast Le Journal d'une adoptée est particulier. Il s'agit d'un témoignage d'une personne adoptée qui est partie à la recherche de sa mère biologique et qui l'a retrouvée. Elle va nous raconter son expérience, elle va témoigner sur ce qu'elle a vécu et sur les retrouvailles. Bienvenue Sunita, tu es née en Inde et tu as été adoptée par un couple belge dans les années 80. Nous t'écoutons pour ton témoignage de retrouvailles. Bonjour Sandra, moi j'ai 41 ans maintenant, je viens de l'Inde, donc je suis arrivée en Belgique en 1981 et j'avais un peu plus de 2 ans. Je ne me rappelle plus de mon histoire je me rappelle plus, je n'ai aucun souvenir et je n'ai jamais eu aucune info sur mes origines en fait. Et donc pendant presque toute ma vie, j'étais dans un déni, mais je ne m'en rendais même pas compte. J'avais l'impression que j'allais vraiment bien. Et je disais, s'il y a quelqu'un qui me posait une question, je disais vraiment oh, mais moi, tout va bien. C'est vrai que je ne sais rien sur cette partie-là de ma vie, mais j'ai grandi avec ça. Donc, ça fait partie de mon mystère, mais c'est pas un nouveau. J'ai jamais rien connu d'autre. Donc, voilà, ça c'était ma réponse. Et puis en fait, seulement vers 31 ans, si les personnes venaient me poser des questions, et franchement ça arrive tout le temps, il y a toujours une personne que je ne connais pas qui, à un moment dans un groupe, dans les lieux publics, vient me dire alors tu viens d'où et directement les questions c'est est-ce que tu es déjà retourné et est-ce que tu connais ta famille d'origine et ça, à partir de ce moment-là, ça a commencé à me mettre très mal à l'aise. Donc là, c'est un bon signe en fait. Moi, je ne me rendais pas compte, mais c'était le signe que le déni commençait à s'effriter. Donc la couche de béton dans laquelle j'avais mis mes souffrances donc liées à l'abandon, ma peur de l'inconnu, etc. commençait à s'effriter, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai comme vécu aussi une sorte de rupture amoureuse. Enfin, en fait, il y a eu un moment d'instabilité dans ma relation de couple et ça m'a mis extrêmement mal. Je ne me reconnaissais plus en fait parce que ça m'a vraiment, voilà, parce que j'avais l'habitude d'être très sobre dans mes démonstrations, de mes émotions. Et là, je pleurais vraiment un gros sanglot, tout en étant un peu détachée, en me regardant, en me disant, mais voilà, demain c'est fini, ça va passer. Et donc j'ai essayé de revenir chaque fois un peu plus en arrière pour me dire, bah oui, c'est vrai que ça n'a vraiment pas été facile pour moi avec mes parents adoptifs en fait. Donc je me disais, oui, voilà, mon adolescence, et puis tout le temps de plus en plus loin. Et puis finalement, vraiment dans un moment de lucidité qui était extraordinaire, et ça a été le seul moment de lucidité de ma vie par rapport à ça, c'est que je me suis rendu compte que tout ce qui s'était passé avant mes 2 ans, donc à partir du moment où je suis arrivée en Belgique, toute cette partie-là, pour moi, c'était un gouffre noir. C'était un gouffre noir qui m'effrayait de façon extraordinaire. Enfin, je perds de pied. C'était un tourbillon qui allait me, me prendre. Enfin, et en fait, j'ai vraiment fait le parallèle à ce moment-là entre ce mystère, ce gouffre noir du début de ma vie, de mes origines, avec la fin de la vie, avec la peur de la mort. Alors qu'à aussi pareil, si on me pose même la question maintenant, si on me dit est-ce que tu as peur de la mort, je dirais bah, non, ça va, c'est normal. Alors qu'en fait, non, à ce moment-là, bon, là, comme j'ai dit, c'était le seul moment de lucidité de ma vie par rapport à ça, et je suis vraiment contente que ce soit arrivé. Et à ce moment-là aussi, je me suis rendu compte que chaque mini prémisse d'abandon que j'avais pu avoir dans ma vie, eh ben, ça m'a fait souffrir. Donc, il suffit qu'un ami, une amie s'éloigne un petit peu, eh ben, voilà, j'ai vraiment été mal. Alors que j'avais nié même jusqu'à ces émotions-là, en fait.
donc, c'est bien, je suis devenue plus sensible, je suis devenue plus réelle. Et à ce moment-là, c'était évident qu'il fallait que je retourne en Inde et que je fasse de mon mieux pour essayer d'en savoir le plus possible sur moi-même. Et ça commençait tout simplement avec deux questions. C'était pour moi très important ces questions-là et j'ai compris aussi pourquoi. C'est où j'étais née. Franchement, j'avais envie de savoir où j'étais née parce qu'il y avait quelque chose de très bizarre par rapport à... J'ai un lieu de naissance, évidemment, j'ai un lieu de naissance officiel, mais qui ne correspond à rien. Et j'ai demandé à des Indiens, des Indiennes sur place, et qui me disent, ah, mais non, mais c'est pas en Inde, c'est pas en nom indien, ce que tu me dis là. Donc c'était vraiment très troublant. Et donc j'avais envie de savoir où j'étais née. J'étais sûre, en fait, jusqu'au bout, que ce serait, qu'il me dirait, ah oui, mais non, mais c'est un petit hameau là-bas. Voilà, je pensais vraiment ça. Et donc, officiellement, je suis née à Jhansi. Ça s'écrit J-A-2-N-C-S-Y. Et alors, je voulais aussi savoir, comme étant arrivée à 2 ans et 3 mois, je voulais savoir combien de temps j'avais passé à l'orphelinat. Parce que voilà, j'aurais pu naître à l'orphelinat tout comme j'aurais pu y passer 3 mois, donc ça je ne savais pas du tout et j'avais envie de savoir. C'était vraiment assez modeste comme question et j'ai aussi compris pourquoi je n'allais pas plus loin dans mon questionnement. Donc là j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'étais pas du tout prête J'avais déjà été 2 fois en Inde à ce moment-là, 12 ans auparavant, donc 12 ans et 14 ans auparavant. Mais là, j'avais été quand même assez bien dans le déni quand j'ai fait ces voyages. J'étais très contente de les avoir faits. J'ai découvert vraiment une Inde extraordinaire, mais je me sentais touriste là-bas. Je ne me sentais pas tellement concernée. Donc voilà, ça c'était mes 2 premiers voyages qui ont quand même été très intenses parce que je pense que les voyages en Inde sont intenses, surtout à l'époque. Je rencontre, par hasard, une Indienne qui avait le double de mon âge et qui m'a dit, et en fait c'était pas une Indienne adoptée, ça faisait 30 ans qu'elle vivait en Europe, elle était aux Pays-Bas, elle s'était mariée avec une personne des Pays-Bas, mais elle retournait chaque année voir sa famille en Inde et elle m'a dit bah, écoute, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Vraiment très spontanément. Elle m'a vue comme une Indienne isolée, éloignée de sa culture et elle avait envie de m'offrir la chance de vivre, d'avoir une expérience dans une famille indienne. Et elle m'a dit comme elle retourne chaque année dans sa famille, et donc la prochaine fois, elle m'emmène avec elle et que je vais pouvoir vivre dans différentes de ces familles. Et donc, on est partis ensemble. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais aussi dans l'idée que j'avais vraiment envie de me rattraper de devenir indienne, voilà, que ce soit plus normal. Et donc, de me rattraper sur ma culture parce qu'en fait, j'étais très frustrée à chaque fois que quelqu'un me demandait ah ben voilà, je sais pas moi, pourquoi les vaches sont sacrées, pourquoi est-ce qu'on met un point entre les sourcils et je ne savais pas répondre et je devais dire à chaque fois, bah, écoutez, je veux te décevoir, mais moi je ne suis pas indienne, je ne connais pas plus qu'une personne qui aurait voyagé quelques mois en Inde en fait. Et ça me frustrait vraiment beaucoup de ne pas savoir ça. Et franchement, je me suis retrouvée à regarder des Bollywood comme si c'était un devoir. Vraiment parce que j'avais envie, en rencontrant des Indiens en Inde, parce que je sais que c'est un sujet qui est important de parler des stars de Bollywood, de parler des films, et je voulais pouvoir m'intégrer et parler de ça. Quand je suis partie avec cette dame, chaque matin je prenais le journal et je lisais des listes de noms indiens pour me familiariser avec les noms. Et puis en fait, ce voyage s'est découpé en 3 parties. Donc la première partie où franchement c'était facile parce que j'étais avec elle et elle me guidait surtout, elle parlait donc des langues de là-bas. Et c'était simple, même s'il y a eu ce côté que je n'ai pas aimé, j'y ai repensé justement aujourd'hui, où il me disait ça va, tu n'as pas trop chaud tout le temps parce que bon, tu es européenne. Donc il me traitait en étrangère, ce qui était difficile, je trouve, et que je n'ai plus jamais revécu par la suite.
Donc voilà. Et puis alors, la deuxième partie de ce voyage, c'était la partie proprement dite de recherche. Donc là, je suis repartie seule. J'ai quitté cette famille et mon compagnon est venu me rejoindre parce que j'avais vraiment besoin qu'il soit là et de ne pas faire ça toute seule. Donc, nous sommes allés à mon orphelinat. Et là, il a vraiment fallu, c'est par là que tout commence. Hein. Et là, il a vraiment fallu qu'on insiste vraiment parce que on a été. Les sœurs de mon orphelinat ont été très accueillantes, elles ont été très gentilles, elles ont été très bavardes. Elles ne nous ont pas laissé, seules, quoi. Elles s'occupaient de nous, vraiment. On s'est pas ennuyés, mais elles nous racontaient n'importe quoi. Et il y avait chaque fois une autre sœur qui arrivait. Enfin voilà, ça c'était vraiment Bollywood réel, c'était du vrai. Et moi, c'était extrêmement difficile, c'était extrêmement énervant parce que chaque fois, elle venait avec une autre sœur débarquer, elle me disait « Mais oui, je t'ai portée dans mes bras quand tu étais bébé. » Donc là, je me disais « Ah ben voilà, je suis arrivée bébé alors. » Et chaque fois, c'est refaire tout son film de vie en fait. À quel moment une personne t'amène une nouvelle info, c'est recréer tout le film que tu t'es inventé parce que je pense que chaque adopté, donc voilà, là je m'avance un peu en parlant au nom de tout le monde, mais je pense que quand on ne sait pas, on ne peut pas s'empêcher de s'inventer une histoire. Et donc voilà, moi j'avais eu une histoire et que je trouve vraiment regrettable, je trouve vraiment déplorable d'avoir entendu ça. C'est ne cherche pas ta mère parce que c'est certainement une jeune fille qui est tombée enceinte et puis qui a caché sa grossesse et son enfant et elle s'est remariée et si tu arrives, ça va bouleverser sa vie, il ne faut pas que tu le fasses. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit en Belgique d'une personne qui était en contact avec des adoptés. Donc, c'est une personne que je n'ai pas rencontrée qui m'a dit au téléphone. Et donc là, on a insisté vraiment. On est arrivé à 8h du matin au moment où l'orphelinat ouvrait. On les avait contactés d'abord au téléphone pour dire qu'on allait arriver, donc ils nous attendaient. Et en fait, à partir d'un moment, il y avait chaque fois les sœurs qui nous disaient il va y avoir la directrice du home qui va arriver et elle a un dossier sur toi. Et vraiment, quelle chance, parce qu'elle était partie 3 jours, elle revenait justement ce jour-là à 2h. Donc, à partir de 2h, ça a commencé à vraiment être sérieux, parce qu'à ce moment-là, je suis tombée sur la seule personne, en fait, qui m'ait comprise, qui savait pourquoi j'étais là, qui parlait très bien anglais. Parce que les autres, en fait, elles étaient intéressées par mon compagnon. Elles posaient que des questions à mon compagnon. C'était lui la star. Et elles ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais là. C'était pas normal. Et elle a vraiment compris. Et elle m'a sorti un petit carnet, un minuscule carnet, un agenda, en fait. Et j'avais en fait, c'était la sœur qui était à l'époque et qui est décédée depuis. Elle avait noté les informations qu'elle avait sur les enfants, comment l'enfant a été trouvé, à quelle date, et quelques informations. Moi, elle a fait ça entre 1979 et 1989. Et donc 10 ans de vie de tous ces enfants qui sont passés par là. Je trouve ça tellement précieux, ce petit carnet. Et moi, j'avais de la chance, j'avais le plus d'informations, en fait. Et j'avais aussi une lettre en plus. Et c'était une lettre que ma mère avait écrite en disant qu'elle m'abandonnait pour des raisons de finances. Et que j'étais déjà sa deuxième fille. Donc, j'apprenais son nom pour la première fois à 32 ans. Elle avait laissé une adresse. Et puis voilà, que j'apprenais que j'avais une grande sœur. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu le blocage, en fait, qui était totalement inconscient, qui s'est envolé. Et le blocage, c'était que j'avais peur que ma mère ne veuille pas de moi. C'était tellement fort comme douleur, comme peur, qu'elle était restée inconsciente jusqu'à ce qu'elle s'envole. Et elle s'est envolée, évidemment, parce que je vois que ma mère a laissé son nom, son adresse, et qu'à ce moment-là, j'ai interprété comme
elle veut que je la retrouve. Elle laisse son contact, ça m'aide vraiment tellement. Mais j'étais toujours pas. Il m'a fallu encore quelques heures vraiment pour digérer. Et puis aussi, j'ai découvert que mon prénom, c'était. Qu'en fait, j'avais toujours cru que je m'appelais réellement Sunita et je m'étais vraiment accrochée à ça. Parce qu'en fait, Sunita, ça veut dire bonne destinée. Et donc voilà, ça faisait partie du film en fait. Hein, la mère qui doit abandonner sa fille et qui la nomme bonne destinée. Et en fait, elle ne m'a pas du tout appelée comme ça. C'est la sœur à l'orphelinat qui a changé mon nom. Et mon véritable nom que ma mère m'a donné, c'est Shija. Donc vraiment, ça, c'était vraiment... c'était aussi, voilà, dans toutes les informations que je recevais ce jour-là, j'ai dû aussi prendre une petite partie où j'ai dû digérer que c'était pas mon prénom. Et puis voilà, alors on est parti vraiment à l'aventure parce qu'à ce moment-là, on sortait des sentiers battus, on entrait vraiment en Inde. Mon compagnon a continué à jouer le rôle de star et tout le monde autour de lui. Et alors là, il s'est passé un truc qui intéresserait vraiment au niveau... Enfin, voilà, qui est vraiment un conseil que je donne aux Indiens adoptés qui partiront en recherche. Donc, mon prénom Shija, tout comme Sunita, en fait, sont des prénoms hindous, ce qui amène le fait que ma famille est hindoue. Et ça, la sœur à l'orphelinat me l'avait dit aussi, mais pour moi, c'était une info. Et alors aussi, la sœur à l'orphelinat, elle a directement vu le problème. Donc moi, le problème avec mon lieu de naissance, c'est incroyable parce que moi, c'était une énigme depuis peut-être 10 ans où j'ai commencé à me dire mais c'est quoi ce lieu? Et c'est à l'administration belge, quand ils m'ont enregistrée, je suis née en janvier. Et ils ont confondu janvier, donc January en anglais, avec mon lieu de naissance. Ma date de naissance est mon lieu de naissance. Et c'est comme ça que cette chose est arrivée. Et en fait, le lieu de naissance qu'ils m'ont donné au départ à l'orphelinat était le lieu de l'orphelinat, ce qui m'aurait aussi induit en erreur. Ça m'aurait induit dans l'erreur de... Ah bah alors ça veut dire que je suis née là, ce qui n'était pas le cas, parce que aussi à l'orphelinat et dans des informations qui ont été hyper importantes pour moi. Je veux dire, ces informations, ça a changé ma vie. Ça a été vraiment le moment le plus émouvant, en fait. C'était de découvrir que j'avais passé 18 mois avec ma mère et 6 mois à l'orphelinat. Donc ça a été vraiment important parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais clairement en recherche d'amour. J'avais vraiment besoin d'être reconnue, de ne pas être rejetée par ma mère, quoi, d'avoir compté. Ce qui était important pour moi, c'était de me dire j'ai compté pour quelqu'un là-bas. Peu importe finalement qui c'était, mais il y a quelqu'un qui se rappelle de moi, voilà, je ne suis pas passée inaperçue, il y a toujours quelqu'un qui est là, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Donc ce moment à l'orphelinat était beaucoup plus émouvant encore que finalement les retrouvailles avec ma mère. Et donc, avant de partir, je m'étais beaucoup préparée psychologiquement. Je m'étais vraiment préparée très fort psychologiquement à me dire, ben voilà, tu fais de ton mieux et sois prêt à avoir toutes les informations. On ne sait jamais, et y compris le fait que tu n'arriveras pas à retrouver ta mère, parce que moi, c'était aussi dans notre société ici occidentale. J'avais grandi aussi avec c'est impossible de retrouver quelqu'un en Inde sans avoir aucune information. Donc voilà, ça faisait aussi partie de, quand j'étais dans le déni, ça faisait aussi partie de, ben oui, je ne peux pas retrouver ma mère parce que c'est impossible, je n'ai aucune information, donc autant encore ne pas y penser. Hein. C'est pas comme ici en Belgique où tout est enregistré, etc. Là, il n'y a pas d'acte de naissance et de papier comme ça. Donc alors on est parti, on est allé au village et donc quand je parlais par rapport aux hindous, etc., on a rencontré, en fait grâce à mon compagnon, comme j'ai dit, il attirait tout le monde et il y a un pasteur qui est venu nous aider et ce pasteur nous a mis en contact avec un autre
une famille de pasteurs là-bas dans le village, et personne n'avait jamais entendu parler de ma mère. Et pareil, en fait, un peu pareil à l'orphelinat, en fait. Il y avait mon compagnon qui était assis sur une chaise en plastique, et puis il avait une queue devant lui, une file de gens qui étaient en train de... qui s'était passé le mot qu'il y avait un étranger qui était là dans le village, et il fallait le regarder et lui poser des questions s'il arrivait à parler. Et dans tout ce monde, il y avait personne qui connaissait ma mère. Donc là, je me suis dit, waouh, je suis dans un village maintenant. Je rencontre des personnes qui ont approximativement l'âge qu'on lui a estimé. Et toujours pas de nouvelles. Et évidemment, il y avait dans le lot, il y avait toujours des gens qui disaient « Ah oui, je l'ai bien connue, mais elle est décédée il y a 3 ans. » Et c'était des trucs, ça me bouleversait. Pour moi, ça, au niveau émotion, ça m'a pris une énergie énorme à chaque fois d'entendre des versions, des histoires de gens, et j'avais plus envie d'entendre personne. Et avant de partir, comme j'ai dit, j'avais préparé, et j'avais pris contact via Couchsurfing, un site de voyageurs où c'est vraiment formidable, ça m'a vraiment beaucoup aidé. On peut mettre la ville de recherche et rencontrer des personnes qui vivent là-bas. Et moi, j'aurais expliqué mon histoire et je leur ai posé des questions. Et ils m'avaient dit qu'ils connaissaient d'autres Belges adoptés qui étaient venus et qui avaient fait une demande aux journalistes, qui avaient demandé l'aide des journalistes. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je ne vais pas demander aux journalistes, je serais passée à côté de quelque chose. Je n'aurais pas fait tout mon possible pour retrouver ma mère. Et donc, on est allé voir les journalistes. Ça a été aussi folklorique. Ils ont été très gentils, ils ont fait tout gratuitement. Et le lendemain, on avait notre photo dans le journal. Et c'est le journal de l'État, en fait. Et donc, dans la langue de là-bas aussi. J'avais pris un numéro local. Et j'ai eu mon téléphone qui a sonné tout le temps, de 8h du matin, au moment où on a vu le journal est sorti, jusqu'à midi. Et à midi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit « Je connais ta sœur ». Et cette personne m'a dit « Voilà, je connais ta sœur et je vais te mettre en contact avec elle ». Et à ce moment-là, j'étais pas tellement dans l'émotion parce que les journalistes nous avaient prévenus, écoutez, il y a n'importe qui va venir et qui va prétendre être votre famille parce qu'ils vont juste être attirés par le fait que vous êtes européen et que vous allez apporter de l'argent. Et donc, on n'y croyait pas. Et j'ai eu ma sœur au téléphone et c'est terrible en fait. Franchement, des fois, je l'oublie, mais elle parlait que malayalam, la langue locale, mais ça veut dire un peu des mots en anglais. Et la première phrase qu'elle a dite en anglais, c'était « Nous sommes très pauvres ». Donc là, je trouve que c'est... Voilà, après, des fois, je n'y pense plus, j'oublie, des fois, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai, c'était la première phrase qu'elle m'a dite au téléphone. Et puis, j'ai eu ma mère. Et en fait, elles sont restées en contact avec moi tout le temps. Et elles me parlaient qu'en malayalam, que je ne comprenais pas. Donc, des fois, j'arrêtais des gens dans la rue, je leur disais « Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous pouvez me traduire ce qu'elles disent ?» Et elles m'ont dit « Reste là, tu es où? Reste là. » Elles ont eu un problème sur la journée. Mais elles ont fait des kilomètres, quoi. Ma mère et ma soeur n'étaient pas forcément ensemble, elles se sont vraiment démenées et elles sont arrivées donc, avec le mari de ma soeur et des cousins encore. Et elles sont arrivées dans une Jeep avec des guirlandes de Noël de toutes les couleurs. et on n'y croyait pas, hein, vraiment, que mon compagnon, on n'y croyait toujours pas. Et puis j'ai vu ma soeur et elle était en train de pleurer. Et je me suis dit, c'est vrai, elle ne peut pas mentir comme ça, elle ne peut pas s'inventer une émotion de pleurer. Et aussi, comme j'avais le nom de ma mère, comme je savais aussi que j'avais une grande sœur, ça correspondait et je leur avais demandé d'amener leur carte d'identité, d'amener la carte d'identité de ma mère. Donc vraiment très pragmatique. Et le nom correspondait, tout correspondait. Donc moi j'étais sûre à ce moment-là que c'était bien eux. Mais mon compagnon est resté sceptique en fait. Et donc voilà, donc les retrouvailles elles se sont passées vraiment très rapidement. Et tant mieux parce que ça m'a pris vraiment beaucoup d'énergie. Ça a été vraiment une
une épreuve de détermination aussi. Et cette détermination, je l'ai eue à partir du moment où j'ai eu comme la preuve que ma mère ne me rejetait pas, avait envie que je la retrouve. Et effectivement, après, ça c'est bien d'un côté que mon compagnon était sceptique, parce qu'après, on est retourné au village et on est retombé sur le pasteur. Et vraiment un truc par hasard, on est allé manger dans un restaurant et justement la personne du restaurant, donc à ce moment-là on était les stars locales parce que tout le monde nous avait vus dans le journal, et donc la personne du restaurant nous a vus et s'est dit ah mais c'est eux, et justement il avait son père, je pense 15 ans plus tôt, avait acheté un terrain à ma mère. Donc, il me connaissait, il connaissait aussi le lieu où j'étais née. Donc ça m'a vraiment fait plaisir aussi de savoir. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré ma mère, j'ai eu vraiment la surprise aussi qu'il n'y avait pas trop de barrières de langue parce qu'elle parle assez bien anglais, suffisamment pour qu'on puisse communiquer. Et alors, moi, je lui ai dit, vraiment, dans les premières questions, c'est raconte-moi toute ta vie jusqu'à présent. Et alors, elle m'a dit, non, on ne parle pas du passé, le passé c'est fini, maintenant il faut regarder ensemble vers le futur, on s'est retrouvés. Et elle m'a dit que mon père était décédé dans un accident de camion, qu'elle dit. Et donc après, le lendemain ou le surlendemain, on est allé dans le village, on a retrouvé les pasteurs. Parce que ma famille, elle voulait qu'on revienne directement avec eux, mais nous, on avait plutôt peur, parce qu'on ne savait pas dans quoi on allait tomber en fait. On ne savait vraiment pas comment c'était chez eux, qui c'était limite. Hein. Donc on est resté encore à l'hôtel à ce moment-là. Mais on leur a promis qu'on reviendrait. Hein. Donc on est revenu et on a d'abord contacté le pasteur pour le voir. Et alors grâce à cette personne de l'hôtel, on est allé voir ces gens qui connaissaient ma mère et qui étaient en fait les anciens voisins. Et là j'ai appris quel était le problème. Et le problème, c'est que ma sœur n'est pas 100% ma sœur, c'est ma demi-sœur. Donc, on est nés de pères différents. Et effectivement, franchement, c'est assez rigolo parce qu'on ne se ressemble pas du tout. Même vraiment pas du tout. C'est marrant, quoi. Et, donc, on a 9 ans de différence. Et en fait, en Inde, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible qu'une femme ait deux enfants de pères différents. Qu'une femme ait connu plus d'un homme dans sa vie, ça se fait pas. Elle doit arriver vierge au mariage. Et c'est fou, ça j'ai compris aussi par la suite, c'est que son attitude peut même avoir encore des répercussions sur le mariage de ses petits-enfants. Donc ici, ma mère, 5 ans plus tard seulement, elle m'a avoué que c'était vrai. Parce que jusque-là, elle niait, elle disait non, mais non, vous avez le même père. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très mal parce que j'étais toute seule avec elle. Je lui ai dit, écoute, tu peux vraiment me le dire, ça restera entre nous. Moi, j'ai une mentalité européenne. Pour moi, ça me fait rien, c'est pas du tout scandalisant pour moi. Je peux vraiment entendre ça. Et elle m'a dit non, mais c'est pas vrai ce que les voisins racontent. Mais en fait, c'était ça. C'était vraiment ça le drame. C'est ce qui a fait c'est ce qui a amené mon abandon, en fait. Il y a ça, il y a le fait que une femme, à mon avis, un bébé fille qui naît en Inde, à partir du moment où le bébé naît, les parents pensent mariage. Elle vient de naître, c'est déjà, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle arrivera à trouver un bon parti? Et en fait, moi, j'étais moche parce que je suis beaucoup trop foncée. Donc, c'est assez rigolo parce que ma sœur, effectivement, ma demi-sœur, donc en Inde, elle est beaucoup plus claire que moi de peau. Donc, je me dis, c'est rigolo, c'est moi la belge, c'est moi qui suis plus foncée. Et donc, ça aurait été vraiment très difficile de me trouver un bon parti. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui a motivé. Puis aussi le fait que une femme, c'est juste un fardeau parce que plus tard, il va falloir vraiment, enfin, le terme, c'est vraiment ça, il va falloir la vendre. Enfin, puisque en fait, il y a ce système de dot.
Et donc une femme pauvre qui est moche en plus, voilà, ça n'aurait pas été évident. Et donc elle n'apporte absolument rien, si ce n'est des ennuis, parce qu'il faut lui trouver de l'argent pour la marier. Donc voilà, et puis alors pour revenir avec le mot, la première phrase que ma sœur a dite, nous sommes vraiment très pauvres. Finalement, c'est ce qui s'est révélé. Moi, j'ai essayé aussi de ne pas le voir parce que j'étais vraiment, vraiment très contente de retrouver ma famille. Ça a vraiment... Aussi, je me suis sentie beaucoup plus indienne avec ça. Parce que dès le départ, dès que j'ai su... voilà, comme j'ai dit, vraiment, ce qui a été le tournant, c'est le moment à l'orphelinat où j'ai eu toutes ces informations. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie connectée avec l'Inde, avec ce milieu-là. J'étais en train de couper une mangue et je me disais, c'est un geste que ma mère a fait des milliers de fois, certainement. Voilà, c'est vrai que ça m'a fait me sentir vraiment plus connectée. Et encore maintenant, je suis vraiment contente de pouvoir dire ma famille en Inde, même si effectivement, je pense que l'émotion dans les yeux de ma sœur, c'était ça y est, maintenant on va vivre dans une villa avec une piscine. En fait. C'est ça. On a gagné au loto aujourd'hui. Donc voilà, ouais. Donc ça a été aussi quelque chose de très dur, surtout que, comme j'ai dit, et ça je ne le conseille pas aussi dans les recherches d'origine, c'est que je suis partie en quête d'amour. Je ne m'en rendais pas compte, mais comme je n'ai pas été acceptée, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre mes parents adoptifs et la mentalité de ma famille indienne. Donc, ça a été vraiment facile, finalement, à comprendre. Puisque pour mes parents adoptifs aussi, une femme se doit d'arriver vierge au mariage. Elle ne peut avoir qu'un seul homme dans sa vie parce que autrement, c'est scandale. Elle passe de l'obéissance à son père à l'obéissance à son mari. Donc elle reste enfant un peu toute sa vie. Ça reste pareil. Mais en plus, dans mes parents adoptifs, ce qui s'est passé, c'est que euh, eux aussi, en fait, ils avaient peur de mes origines et ils ne pouvaient s'imaginer que le fait que ma mère biologique, vraiment, pour ma mère adoptive, c'était en fait, ta mère biologique, elle a eu tellement d'enfants dans sa vie qu'elle ne se rappelle même plus de toi, en fait. Tu vois, voilà, elle a pondu des enfants. Et donc ça, c'est ce que mes parents, surtout ma mère, en fait, ma mère adoptive pensait. Et donc, elle s'imaginait que moi, voilà, génétiquement, j'allais reproduire ça. J'allais être pareil, soi-disant, puisque finalement, ma mère biologique n'a eu que deux enfants, quoi. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'ai dû digérer aussi, finalement de me retrouver au milieu de deux familles qui se ressemblent. Je me suis dit, franchement, je ne crois pas au karma, mais là, c'est quand même assez grave. Et donc oui, moi j'étais là torturée avec ce fait qu'ils me demandaient de l'argent. Ils ne m'ont pas demandé directement. Mais j'ai reçu un mail que je n'ai pas identifié. En fait, pour moi, c'était un mail d'un expéditeur inconnu, donc je ne l'ai pas ouvert directement et je trouve que j'ai vraiment bien fait parce que ça m'a permis aussi un petit peu de m'apaiser un peu après mon retour de ce voyage. Et je l'ai ouvert un mois et demi après, il me demandait une somme d'argent et moi j'ai donné en fait. J'ai attendu quand même et j'ai donné parce que j'avais tellement envie qui m'aime, j'avais tellement envie qu'il me rejette pas. Ça me brisait le cœur que ce soit basé là-dessus, mais je ne pouvais pas à ce moment-là me dire. Voilà, j'avais trop peur du rejet, donc j'ai donné beaucoup. On a donné beaucoup avec mon compagnon. Et puis je me suis rendu compte que c'était sans fin. Et puis mon neveu voulait venir habiter chez nous en Belgique et ils nous le disaient pas en plus parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils nous ont tout le temps menti. Ça, c'était vraiment dur pour moi, mais ils disaient voilà, je veux venir en Belgique parce que c'est beau, j'ai envie de visiter. Mais en fait, ils voulaient clairement travailler ici et puis gagner suffisamment d'argent et puis se construire cette fameuse villa.
chez lui. Et en plus, il voulait venir avec son ami d'enfance parce que c'est vrai qu'en Inde, les gens, ils font rarement des choses tout seuls. Ils ont souvent un ami, leur compagne, compagnon, ils sont souvent entourés. Donc, il voulait venir chez nous avec un gars qu'on ne connaît pas du tout. Et alors là, c'est ma belle-mère, en fait, qui m'a dit surtout fais pas ça parce que déjà, ça va être très compliqué de les faire venir, ce serait peut-être même presque impossible, mais tu vas devoir te porter garante. Et si jamais il cherche un travail, parce que c'était évident, même s'il ne le disait pas, c'était évident qu'il allait faire ça, peut-être qu'il va rester ici, il va se retrouver illégal, on va l'attraper, c'est toi qui vas avoir des ennuis, quoi. Et en plus, comme j'étais pas tellement, j'avais pas envie de les aider parce qu'ils étaient tellement irrespectueux avec moi à ce moment-là. Ils me traitaient tellement comme juste une personne qui allait leur donner de l'argent, qui allait. Donc là aussi, je me dis, bah, peut-être qu'il faut mieux pas donner de l'argent dans l'espoir d'être aimé, parce qu'en fait, j'ai compris plus tard, et ça c'est aussi grâce à des amis, parce que moi je comprenais pas ça. Il y avait une copine qui m'a dit, mais en fait ta sœur elle est jalouse de toi, et moi je me disais, mais comment elle peut être jalouse de moi? Parce que je la trouvais tellement bien, elle était tellement à sa place là-bas, elle a de la chance d'avoir fait un bon mariage avec un mari qui était très très gentil. Et elle était là dans son village, à parler sa langue, à être entourée d'autres personnes qui lui ressemblent, à avoir connu toute son histoire aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il n'y a pas de mystère. Euh, je me disais, mais comment elle peut me jalouser? Mais en fait, c'était ça. Et je pense que dans tous les cas, la relation n'aurait jamais pu se passer convenablement parce qu'en fait, je n'avais pas, à leurs yeux, j'aurais toujours été sale, quoi qu'il arrive, par ma naissance. J'étais sale parce que mon mère ne l'a toujours pas avoué, mais je suis quasiment sûre que je suis effectivement née hors mariage. Mais elle s'est mariée, voilà, sans 10 ans. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est pas un enfant. Ouais, c'est un enfant, c'est la honte, voilà, c'est un enfant caché. Donc voilà, rien que pour ça, je n'aurais jamais pu être acceptée dans ma famille biologique, hélas. Et, euh, et puis voilà, cette jalousie, parce que évidemment, moi, je ne méritais pas d'avoir cette chance d'être partie et de me baigner dans une baignoire remplie d'or tous les jours. Parce que c'est comme ça qu'ils s'imaginent l'Occident. Hein. C'est vraiment, pour eux, ici, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, c'est la température idéale, tout est idéal, il n'y a pas de pauvres. Et vraiment, il m'a fallu... Je crois qu'ils commencent un peu à comprendre que je suis pas si riche que ça, mais c'est, euh, ça a été vraiment difficile. Et je pouvais dire tout ce que je voulais et ils ne comprenaient pas, en fait. Donc, comme je suis arrivée avec un très vieux téléphone portable, j'aurais dit, mais vous avez vu le téléphone que j'ai? Parce que mon neveu, il a un téléphone plus moderne que le mien. Hein, donc. Ça, c'est vrai. Et en fait, ça, c'est bien aussi parce qu'ils sont de la classe moyenne. Et quand on était dans nos recherches et qu'on est tombé sur cette famille de pasteurs qui ont été vraiment extraordinaires avec nous, ils étaient vraiment très, très pauvres. Mais finalement, quand on n'est pas habitué à l'Inde et qu'on arrive comme ça et qu'on regarde un peu autour de nous, on se dit, bah, tout le monde est pauvre ici. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, à un moment, on se rend compte qu'il y a vraiment des détails, il y a des différences. Le sol est carrelé, ils ont une moto pour se déplacer. Il y a des petites différences comme ça qui font, dans leur cuisine, ils ont une gazinière. Ils ont un frigo, des trucs comme ça que voilà, il y a différents niveaux, mais pour nous, ouais, c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas compte dès le départ. Et ça, j'étais contente d'avoir d'abord eu une famille vraiment pauvre, et puis après de me rendre compte qu'une famille biologique était quand même plutôt plus riche. Et en fait, cette famille très pauvre de pasteurs, ils ne nous ont jamais rien demandé. Ils ont été vraiment, donc eux, ils étaient vraiment très modestes en fait. Et aussi, par rapport à l'annonce qu'on a mise, j'ai eu mon téléphone qui sonnait tout le temps, comme je l'ai dit, mais ça a été tout le temps des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont dit on prie pour toi, on a été hyper touchés, on est en Arabie Saoudite et on a vu ton annonce, donc regarde, tu vois comment elle va loin, donc c'est sûr, tu vas retrouver. Et ça a été que des mots d'encouragement
des personnes qui ont parlé d'autres choses sur l'Europe ou quoi, mais il n'y a personne qui a prétendu qu'ils étaient ma famille biologique. Ça, j'ai aussi été très reconnaissante par rapport à ça. Merci Sonita de nous avoir raconté ton histoire et partagé en même temps toutes les leçons que tu en as retenues. Oui, je suis toujours un peu, j'imagine un peu tout ça et c'est vrai que c'est fort. Mais du coup, ma première question, c'est maintenant que tu as retrouvé ta mère biologique, tu en sais un peu plus, il reste encore des mystères, si j'ai bien compris. Mais est-ce que toi, tu te sens quand même apaisée? Tu ne recherches plus cet amour? Est-ce que tu as coupé les ponts avec ta famille? Comment ça se passe maintenant? Comment tu te sens? En fait, je suis quand même dans ce genre de personne qui suis incapable de couper les ponts alors que je devrais. Donc, je me dis, j'ai aucune fierté, j'ai aucune estime pour moi-même parce que je suis toujours un peu en train de me traîner à genoux derrière eux. Donc, il y a un peu de ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc j'ai vraiment, en fait, pour l'instant, j'ai des nouvelles plutôt de la femme de mon neveu. Où grâce à elle, en fait, j'ai pu confirmer plein de choses sur ma famille biologique. Donc notamment pas mal de mensonges qui m'ont dit parce qu'elle, naïvement, elle m'a dit la vérité, en fait, sans le savoir. Et je crois qu'elle a dû se faire un peu gourmandée par son mari par la suite. Bon, moi, j'étais contente. Et à ce moment-là, en fait, au début, il y a 5 ans d'ici, si jamais je recevais un message de la femme de mon neveu, donc, et moi, il y avait presque mon cœur qui s'arrêtait de battre. J'arrivais en retard à des rendez-vous parce que je pouvais pas arrêter ce chat avec elle. En fait, c'était trop important pour moi. Et puis finalement, avec le temps, l'émotion, non, voilà, je ne m'arrête plus de vivre si jamais elle m'envoie un message, elle m'envoie de moins en moins de messages parce qu'en fait, sa vie va de mieux en mieux. C'était quand elle avait des problèmes, elle venait vers moi, en fait. Et j'ai pas trop aimé aussi. Je trouvais ça dur parce que pour elle, ça voulait dire, avec moi, elle peut se confier parce qu'elle peut dire du mal de ma famille parce que je suis en accord avec elle, on est dans le même camp, alors que j'aimais pas tellement qu'elle ait cette vision-là de moi, puisque c'est pas comme ça que j'ai envie de me situer par rapport à ma famille. Et en fait, je suis allée, donc on est retourné, donc on les a retrouvés en 2011, et puis en 2012, on est retournés ensemble. Et le deuxième voyage m'a vachement apaisée au niveau émotion. Ça vraiment, voilà, c'était moins, voilà, ça m'a vraiment relaxée. Et puis après, j'ai passé 3 ans sans y retourner. Et pendant ces 3 ans, en fait, ma motivation à y retourner, c'était si jamais il arrive quelque chose à ta mère maintenant, tu regretteras de ne pas avoir été la voir tant qu'elle était toujours en vie. On ne sait jamais. Et donc, je suis retournée, j'ai passé 2 mois là-bas toute seule. Et ça a été, j'avais prévu de faire des choses, j'avais prévu de faire du bénévolat, j'avais prévu de suivre des cours, j'avais prévu de voyager un peu pour pas être non-stop avec eux. Mais l'idée, c'était que pendant ces 2 mois, je passe beaucoup de temps avec eux et que voilà, j'apprenne à mieux les connaître. Et ces 2 mois étaient extrêmement durs. C'était vraiment très, très, très difficile. Et en les quittant, je me suis dit, maintenant, ils vont rester en contact avec moi jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est fini, je ne vais plus leur donner d'argent. Et certainement que le jour où j'aurai de nouveau de leurs nouvelles spontanément, ce sera du mélodrama encore pour dire que ma mère est mourante, voire qu'elle est morte et que je dois venir de toute urgence. Et là, je me suis déjà dit, j'essaie de ne pas tomber dans l'émotion et que je vais faire vraiment en fonction de moi. Si à ce moment-là, j'ai les moyens d'y aller, j'y irai, mais sinon, je ne me culpabiliserai pas de ne pas y aller. Voilà. Et franchement, vraiment, je suis très en colère sur le fait que ma mère biologique me mente comme ça et qu'elle ne me dise pas la vérité par rapport à mon père, en fait. Et il y a quelques jours, il y a un groupe Facebook anglophone où il y a une personne qui a dit voilà, ma mère biologique ne veut rien me dire sur mon père. Et il y a une personne qui a répondu dans les commentaires c'est ridicule, mais c'est ridiculement habituel.
Et je me suis rendu compte qu'on est vraiment beaucoup avec des mères biologiques qui veulent pas dire. Et ça, c'est dur pour moi. Donc, ça fait partie de... Moi, je suis contente parce que vraiment, globalement, j'ai éclairci une énorme partie de ce mystère, la plus importante, mais il reste quand même toujours la partie de mon père. Et j'aurais peut-être, selon les voisins, n'est-ce pas, j'aurais peut-être une autre demi-sœur plus âgée que moi. D'accord. Et Donc là, la question, c'est est-ce qu'elle me ressemble, celle-là, parce que mon autre demi-sœur ne me ressemble pas. c'est pour ça aussi que tu as douté quand tu les as retrouvées, parce que tu ressembles pas non plus à ta mère, ce qui fait que quand elles sont arrivées en te disant c'est nous ta famille, c'est nous que tu recherches, comme t'as pas vu la ressemblance, vous étiez sceptiques tous les deux, toi et ton compagnon. Tu ressembles pas non plus à ta mère? Non, je ne ressens pas ma mère un tout petit peu plus. Si on met vraiment deux photos l'une à côté de l'autre et si on scrute, il y a moyen, mais dans ma gestuelle, je ressemble à ma mère. Dans ma gestuelle, je ressemble vraiment à ma mère biologique comparée à ma mère adoptive, par exemple. Là, c'est vraiment marquant. Parce que c'est quelqu'un de très doux dans sa gestuelle, dans sa façon d'être, etc., que ma mère adoptive est très nerveuse. Mais c'est pas ça, non. C'était vraiment le fait que les journalistes et que les gens nous avaient prévenus, n'importe qui va se montrer juste pour l'appât du gain. Et donc là, vraiment, moi, j'utilise vraiment l'ironie aussi pour survivre. Pendant ces 2 mois où j'étais dans ma famille, où j'ai dit, vous savez, parce que mon neveu, en fait, ils n'ont pas arrêté de me reprocher des trucs, mais vraiment les moindres détails. Et entre autres, ils ont dit, la première fois que tu as posé les yeux sur nous, tu n'as pas souri. Et vraiment, mon neveu est revenu souvent avec ça. Et donc, je lui ai expliqué, oui, c'est parce qu'on nous avait dit que n'importe qui se montrerait pour l'appât du gain. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez jamais rien demandé. Et tu sais si est-ce que ta mère biologique t'attendait quand même à un moment où c'était vraiment comme tu disais, on a gagné au loto. Est-ce qu'elle a attendu tes nouvelles, même sans en parler? Ou alors c'était maintenant tu vis ta vie et comme ça, entre guillemets, j'ai plus honte, tu vois. Enfin, c'est peut-être un peu dur ce que je te dis, mais est-ce que tu sais si elle t'a attendu, si elle a voulu avoir des nouvelles ou pas du tout? En fait, c'était difficile parce qu'elle a menti. Donc, elle a menti même de façon très ridicule. Où elle peut dire un truc et puis après dire quelque chose de différent. Donc, c'est évident qu'il y a un problème dans l'histoire. Et donc, sa première version, c'était... en fait, ce que j'ai compris, donc au-delà de tous les mensonges, dans ce que moi j'ai vraiment compris, décortiqué dans tout ça, c'est qu'elle trouvait ça tout à fait normal que je revienne parce qu'en fait, je suis indienne, je fais partie de cette culture-là, donc pour eux, je suis tout à fait dans leur communauté, je suis hindoue comme eux, et voilà, c'est normal. Et toute ma culture occidentale, elle n'existe pas. Je ne suis pas une occidentale, je suis une indienne. Donc c'était tout à fait normal que je retourne au pays et que je retrouve ma mère parce que ma mère, il n'y a que elle en fait. Hein. Je n'ai pas d'autres familles. Il n'y a que cette famille-là qui est la mienne. Donc pour eux, ça c'était vraiment très clair parce que je pense que l'adoption, c'était pas. Et j'ai remarqué aussi ça parmi les gens du village que j'ai rencontrés, c'était pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose qu'ils comprennent en fait. Et surtout, ils comprennent pas que vraiment des enfants dont on ne veut pas ici, chez eux, donc des enfants dont on ne veut pas en Inde, soient acceptés par des riches blancs. Ils sont fatalement supérieurs. Enfin, donc c'était vraiment... J'ai entendu aussi que certaines personnes de haute caste en Inde sont très fâchées que des enfants de basse caste partent en Occident parce que ils ne le méritent pas, c'est à eux de partir, d'avoir cette chance d'être occidental, mais c'est pas des gens comme ça qui ne valent rien, entre guillemets. Voilà, ça c'est leur façon de penser. Et donc, quand elle t'a mis à l'orphelinat, elle savait qu'à un moment donné, tu allais être adoptée ou il y a très peu d'adoptions dans cet orphelinat? Eh ben, en fait, ça, c'est vraiment très compliqué parce que
Elle m'a fait croire, et franchement, je l'ai cru pendant des années, ça m'a vraiment aussi brisé le cœur, c'est qu'elle m'a fait croire qu'elle a été manipulée, qu'elle m'avait juste déposé temporairement, qu'elle avait l'intention de venir me rechercher. Et j'ai posé question à cette sœur de l'orphelinat sur laquelle je pouvais vraiment m'appuyer, elle m'a dit que c'était possible. Et puis après, j'ai posé question à un autre prêtre qui m'a dit ben non, tout le monde sait que les orphelinats, c'est l'adoption, que les enfants disparaissent, enfin, disparaissent entre guillemets, ils sont plus là. Et effectivement, ça, je l'ai su. J'ai eu 2 sources qui m'ont confirmé les dires de ma mère. Donc là, je suis 100% sûre que c'est vrai. C'est qu'elle est venue 3 fois me voir à l'orphelinat. Et la 3e fois, j'étais partie et elle ne s'y attendait pas du tout. Il y avait personne qui l'avait prévenue et elle a été vraiment très mal. Donc en fait, finalement, je suis restée à l'orphelinat que 6 mois. Et il y a quelques années, en regardant mon dossier d'adoption, donc qui est vraiment minuscule ici en Belgique, hein, où j'ai presque pas d'informations, maintenant je sais que je suis arrivée à l'orphelinat début septembre. Et en fait, début novembre, donc 2 mois après, mes parents envoyaient déjà une lettre de réponse. Donc sur les 2 mois, l'orphelinat avait déjà écrit qu'ils avaient une petite fille pour eux, et mes parents adoptifs attendaient depuis 2 ans. Donc en fait, ils attendaient depuis même plus longtemps que ma date de naissance à ce moment-là. Donc je pense que dès que je suis arrivée à l'orphelinat, ils se sont dit « Ah ben voilà, on a des parents là sur une liste d'attente qui veulent exactement ce produit-là, parce que c'est vraiment ça, hein, ça y est, on va l'envoyer. » Et je pense que 6 mois à l'orphelinat, c'est le temps minimum pour organiser l'adoption, en fait. Hein, donc, et aussi, un truc aussi qui est étrange, c'est que donc, ma mère vient d'une zone rurale et elle a été envoyée chez sa cousine en ville, dans une très grande ville. Et là, à mon avis, c'est quand elle a été dans cette ville qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des orphelinats qui existaient, parce que c'est vrai qu'elle ne devait peut-être pas savoir forcément que ça existait. Donc, elle s'en est rendue compte. Et il m'a déposée à cet orphelinat après 1 an. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée par après, mais j'ai été transférée. À mon avis, j'ai été transférée assez vite à un autre orphelinat qui se situe 100 km plus loin. Et je pense franchement que c'est pour m'éloigner de ma mère. Parce que, voilà, pour ma mère, ça devait être très compliqué de faire ces 100 km, ça devait être onéreux aussi. Et c'est une façon, ouais, pour ne pas qu'elle vienne me voir trop souvent. Et en fait, dans la lettre qu'elle a écrite, mais alors ma mère dit, voilà, c'est une manipulation, qu'elle n'a pas écrit cette lettre, etc. Mais elle disait qu'elle renonçait à moi pour toujours, vraiment, que, voilà, qu'elle n'allait pas me revendiquer plus tard, en fait. Ça, c'était écrit dans cette lettre. Donc là, je me dis, bah oui, elle avait bien conscience quand même. Mais évidemment, en fait, sa première réaction à ma mère, ça n'a pas été... Donc, quand on les a vus, ils n'étaient pas du tout dans l'état d'esprit oui, c'est nous, crois-nous, c'est nous. Ils ne pensaient pas à ça, ils étaient sûrs que je n'avais aucun doute que ce soit eux. Par contre, ma mère, en fait, biologique, elle a culpabilisé. Elle a vraiment culpabilisé tout le temps. Elle croyait, et pendant longtemps, ils ont cru ça, que je lui en voulais. Or, moi, ça m'a vraiment très surprise qu'elle puisse penser ça, parce que c'est une émotion que je n'ai jamais ressentie, et que, en fait, dans notre culture occidentale, on nous amène pas, on nous pousse pas à ressentir cette émotion-là, parce que c'est évidemment, oui, ils sont pauvres et ils ont fait ça pour ton bien, quoi. Mes parents adoptifs ne m'ont jamais dit, mais c'était vraiment quelque chose, voilà, dans l'air ambiant ici. Voilà, l'image de l'Inde, c'est la pauvreté, et c'était évidemment des raisons de pauvreté, alors que maintenant que je creuse un peu le sujet, que je creuse même beaucoup, j'avoue, je me rends compte que c'est presque toujours des problèmes culturels, en fait. C'est souvent ce que je lis, le côté, le poids de culpabilité qu'elle porte. Donc du coup, tu me confirmes ça, Oui. qu'elle pense qu'on va leur en vouloir toute notre vie quand c'est... Ouais. C'était vraiment très dur, parce qu'ils ont cru que j'arrêtais de leur donner de l'argent. En fait, même si on donnait beaucoup,
ils pensaient que pour nous, c'était pas beaucoup, parce qu'on était bien plus riches que ça. Et donc, ils pensaient aussi qu'on s'amusait à, à leur donner peu. Enfin, peu, c'est vraiment, ils ont agrandi leur maison, enfin, ils ont fait plein de choses avec cet argent. Oui, donc voilà, ça a été très dur de leur faire comprendre que non, j'étais pas du tout fâchée, j'en voulais absolument pas à ma mère, je ne lui en ai jamais voulu. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'est totalement étranger comme sentiment. Et donc, ils croyaient vraiment que j'étais fâchée. Et c'était vraiment très dur de leur dire mais non, et qu'ils ne me croient pas, etc. Et en fait, je me mets maintenant à la place de ma mère. Elle a abandonné un enfant. Et puis cet enfant revient adulte. Ça doit quand même être très, très dur. Donc, je comprends qu'elle est culpabilisée parce que voilà, si elle s'était retrouvée de nouveau face à un enfant, c'est pas grave parce que c'est un petit enfant, elle ne se rend pas compte. Mais là, c'est un adulte. Donc, ça doit vraiment ça doit être très, très difficile et je comprends qu'elle se soit sentie mal. Mais moi, voilà, j'ai été très surprise en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça. Mais du coup, là, tu as quand même décidé de ne plus être en contact ou tu attends que te contacte et... J'ai pas décidé, en fait, j'ai décidé de rien parce que moi, si j'avais décidé quelque chose, je serais vraiment, ce serait ma famille en fait. Hein. J'irais les voir pour mon anniversaire. Voilà, je serais beaucoup plus impliquée dans leur vie. J'aurais des nouvelles tout le temps, on se ferait des appels vidéo et tout ça. Moi, c'est ce que j'aimerais bien en fait. Hein. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Donc, et c'est de leur côté que voilà, ils ne veulent pas de ça. Et donc, c'est pas du tout un choix, une décision de ma part, c'est que je subis, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est comme ça. Et à ton retour, tu t'es fait aussi aider, tu as une aide psychologique par exemple. Tu t'es fait accompagner justement parce que j'imagine qu'il y a quand même un nouveau, pas forcément traumatisme, mais un nouveau choc. Déjà, comme tu disais, tu as retrouvé comme une sorte de culture, tu t'es retrouvée un peu indienne, même sans connaître davantage sur la culture indienne. Ou alors tu es revenu et puis tu es retrouvé aussi seul face à toi-même et puis à savoir comment gérer toutes ces émotions et, euh, et toutes ces demandes de la part de la famille. À ce moment-là, j'avais une copine qui était un peu comme une mère pour moi. Et donc, j'ai pu vraiment beaucoup lui parler. Donc, avant, pas pendant, parce que j'étais là-bas, mais après, elle a vraiment été là pour moi. Quand elle m'a parlé de ma mère biologique, pour moi, c'était ma mère biologique, c'était presque quelqu'un d'intouchable, en fait. C'était quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Et quand elle m'en parlait, ça la rendait plus humaine. C'est parce que ça a été tellement un mythe. Cette mère biologique, c'était tellement une personne qui était là, mais qui n'existait pas vraiment, qu'il y a eu ça. Oui, il y a eu, voilà, j'ai dû vraiment intégrer toutes les nouvelles infos. Et comme j'ai dit, le plus douloureux, c'était ces mensonges-là, parce que j'ai tellement grandi dans les mensonges ou dans le mystère que j'ai trouvé que c'était vraiment un grand manque d'empathie de ne pas me donner des faits. Et donc, moi, c'est vraiment si je pouvais faire tout ce que je voulais, eh ben, je m'asserais dans une pièce et j'aurais quelqu'un qui me raconterait toute mon histoire du moment où mes parents biologiques se sont rencontrés avec des diapositives et tout dans les moindres détails. J'aurais plein de questions et voilà, je voudrais passer des heures et des heures à poser des questions et à écouter mon histoire. Ça serait vraiment bien pour moi. Et d'un point de vue administratif, est-ce que le gouvernement indien, quand tu es arrivé sur le territoire, connaissait la démarche de ton voyage ou il vaut mieux ne rien dire et faire ses recherches? Et s'il faut faire appel à des journalistes, tant pis, c'est au risque d'avoir je sais pas, le gouvernement indien qui se retourne contre toi, par exemple. Mais en fait, moi, je ne suis pas du tout au niveau administratif, etc. Je suis vraiment pas du tout là-dedans. Donc, moi, ça n'a même pas traversé l'esprit et je vois même pas qui contacter, en fait. Je vois vraiment pas comment faire ça. Et ça m'a vraiment pas... voilà, pour moi, c'était quelque chose de personnel, d'individuel, que je faisais pour moi. Puis, je savais pas que ça allait me mener aussi loin. Voilà, comme j'ai dit, moi,
j'ai formulé que ces deux questions. Combien de temps j'étais restée à l'orphelinat et où j'étais née. Je ne pouvais pas aller voir plus loin à ce moment-là, au moment où je suis partie. Donc, j'ai contacté juste personne, en fait. Et même quand j'ai contacté les journalistes, j'imaginais pas que ça puisse se retourner contre moi. Et même toujours maintenant, je vois pas où est le problème, en fait. Il y a tellement de cas de figure. Et l'Inde, c'est très grand. Moi, je viens du sud-ouest. Il y a des gens qui viennent du nord-est. C'est un autre pays, déjà. Il y a au moins 15 États, je pense. Il y en a plus même maintenant. Et chaque État, c'est un autre pays. Moi, j'ai voyagé en Inde et j'étais limite surprise de continuer à utiliser la même monnaie parce que c'est tellement différent que ça me faisait bizarre d'avoir toujours ce fil conducteur de la monnaie parce que c'était de l'argent, parce que c'était la seule chose en fait en commun. Et je pense vraiment que tous les cas de figure sont possibles et quand même j'ai eu de la chance de tomber sur cette sœur de l'orphelinat qui l'a comprise, qui a retrouvé ce carnet. J'ai eu la chance d'avoir eu une sœur, enfin la sœur précédente qui a noté aussi. Qui a noté ça, c'est vraiment. Ce n'est pas non plus, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais sachant que je suis partie, que j'ai cru toute ma vie que c'était impossible de retrouver ma famille. Voilà, moi, mon message, c'est surtout, écoutez, non, tout est possible. Et aussi, n'écoutez rien de ce que tout le monde vous dira, parce que finalement, ma mère, elle m'a eu à 28 ans, j'étais sa deuxième fille, elle s'est pas remariée après, donc j'ai pas bouleversé sa vie. Si, j'ai un peu, voilà, parce que la communauté, c'est important, je pense les voisins, c'est très important. Et donc, une personne qui débarque comme ça, elle n'en avait pas spécialement parlé autour d'elle, mais on dirait comme ça. Moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même bien accepté. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait de tension spécialement. On a présenté à tout le monde quand j'étais là. Je pense que ça allait. On n'a pas caché. Ouais, ça faisait partie de mes questions parce que moi, du coup, je me pose la question de l'impact que peut avoir mon arrivée dans l'entourage sur justement, j'imagine que si elle l'a dit à personne ou si très peu étaient au courant dans le village, d'un seul coup, tout le monde est au courant parce qu'il y a un magazine, enfin un journal qui le publie. Ouais. Chaque famille se demande est-ce que c'est ma femme, tu vois, peut-être le mari, est-ce que c'est ma femme ou pas, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que ça peut aussi avoir un impact, tu vois, plus important que ce que nous, on peut imaginer. Enfin, nous, ça nous impacte, mais c'est ça qui me fait peur aussi, de me dire que je peux tout chambouler de manière positive, mais de manière aussi négative, parce que personne n'était au courant et que d'un coup, toutes les vérités explosent, quoi, et tout ce qui va avec, surtout quand la famille biologique est dans un milieu très communautaire comme ça. Mais la communauté, c'est vraiment important. La communauté, c'est l'assistance sociale. Hein. C'est voilà, parce qu'il n'y a pas de filet en Inde. Si t'as pas la possibilité de travailler, ben tu n'as plus d'argent et voilà, c'est fini. Donc c'est bien qu'il y ait vraiment ce soutien-là. Mais de toute façon, ma mère avait déjà eu des problèmes à cause de moi, finalement, malgré moi, puisque à cause de ma naissance, à cause de ce qui s'est passé peut-être avec mon père, et elle avait déjà eu des soucis à ce moment-là, et ça datait quand même de 30 ans plus tôt. Donc moi, ce que je me dis, ben voilà, il y a 30 ans qui sont passés au moins, et donc il y a de l'eau qui a coulé sur le pont, sous les ponts, sa vie s'est stabilisée, sa vie s'est améliorée. Et finalement, j'en suis arrivée à cette cruelle conclusion aussi, c'est que s'il n'y avait pas eu l'appât du gain, ils ne se seraient peut-être pas montrés en fait, parce que vraiment, ils ne sont pas intéressés par moi. Et voilà, comme j'ai dit, le premier mot de ma sœur, c'est « nous sommes très pauvres ». Donc, moi, je suis contente qu'il y ait au moins eu quelque chose, parce que c'est vrai que ça aurait été pire, qu'ils ne se montrent pas du tout. Si tu devais faire quelque chose différemment, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de ne pas partir en quête d'amour. Ce serait d'avoir ce détachement-là, de ne pas espérer avoir une mère qui va m'aimer telle que je suis, qui va m'accepter telle que je suis, et enfin me sentir inclus avec toutes mes origines, quoi, qui ont fait peur à mes parents adoptifs, en fait, parce que c'est vraiment pas une bonne façon de mener ses recherches et de partir avec cette émotion-là, en tout cas. Et par rapport à tes parents adoptifs, eux, comment ils ont réagi? Moi, mes parents adoptifs, d'un côté, je ne partage pas beaucoup avec eux.
Et donc, c'est cette copine-là que j'ai dit, cette copine mère, qui m'a dit, il faut que tu leur dises quand même que tu partes, parce que moi, j'étais presque sur le point de ne pas leur dire. Et puis, quand je suis revenue, mon compagnon, je crois que c'est vraiment venu mon compagnon qui m'a dit, il faut que tu leur dises, Sinita, que tu as retrouvé ta famille. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, quand je suis revenue, que je leur ai dit. Ça les a vraiment très touchés, surtout mon père. Et puis après, ils se sont sentis dans l'insécurité, comme d'habitude, je dirais. Et donc, à ce moment-là, ils ont essayé mon père, en tout cas, essayé vraiment de rabaisser ma famille biologique, en se disant qu'ils étaient inférieurs, quoi qu'il arrive. Chose que j'écoutais d'une oreille distraite parce que j'ai déjà tellement entendu de toute façon. Et puis, je sentais bien que c'était vraiment poussé par ce sentiment d'insécurité. Puis aussi, avec le temps, leurs sentiments sont apaisés. Puis moi, j'ai continué à rester fidèle à moi-même, à rien changer. Et je pense que ça les a rassurés aussi. Et toi, du coup, tu as repris finalement ta vie normale, façon sereine, calme? Oui, voilà, avec cette part d'indienne, donc, hein. Donc, et ça, c'est bien parce que ça me manquait vraiment. Et je pense que ça me manquait. Je crois que je n'aurais même pas fait tout ce cheminement si j'étais pas constamment face à des gens qui viennent me retrouver, qui me disent alors tu viens de l'Inde et c'est comment et pourquoi c'est les vaches sont sacrées, etc. Et voilà quoi. Et maintenant, je sais les réponses, mais avant, ça m'énervait, maintenant, ça me fait rire. C'est ça la différence. Et tu disais que tu continues à faire des recherches. C'est des recherches sur la culture indienne ou sur l'adoption d'une manière générale? Sur les deux, oui, parce que le fait d'être retournée, puis d'avoir entendu le témoignage de ma mère, où je ne suis pas 100% sûre que c'est vrai, mais qui est quand même vraiment bouleversant et qui m'a bouleversée pendant des années, j'ai découvert vraiment l'autre facette de l'adoption, parce que moi, j'étais endoctrinée par l'image occidentale. Et l'adoption, c'est magnifique. Il y a plein de petits pauvres là-bas qui sont en train de mourir, les bras tendus, et qui demandent que les Blancs viennent me sauver, quoi. Et donc, je suis contente. Et c'est vraiment l'image dans laquelle mes parents adoptifs et la société, même les gens autour de moi, les instituteurs, etc., et que je n'ai pas remise en question jusqu'à ce que je me rende compte par moi-même. Tu disais que justement les castes très très élevés n'étaient pas du tout contents du sort qui était justement réservé aux enfants pauvres ou honteux. Oui. Est-ce que tu sais s'ils se battent auprès du gouvernement justement pour fermer ces orphelinats ou interdire l'adoption internationale? Je ne crois pas qu'il le fasse, mais c'est une personne, je ne l'ai jamais rencontrée, mais on a chatté sur Messenger. J'ai rencontré une dame française qui a travaillé pendant 20 ans dans un orphelinat du milieu de l'Inde et qui m'a expliqué ça, en fait. Donc, on pourrait lui poser la question. Elle sait certainement mieux. Mais voilà, c'était un peu embrouillé. J'espère que c'était pas trop confus. Ah non, moi En tout cas, ça m'a beaucoup émue. Je t'ai écouté d'une traite, vraiment absorbée par ton histoire et qui, somme toute, n'est pas aussi dramatique que d'autres histoires qu'on peut entendre. Donc, puis on te sent, enfin moi je te sens apaisée, quoi. Donc ça fait du bien d'entendre ça. Et puis du fait que t'aies su te détacher et qu'un petit accompagnement à côté est quand même nécessaire. C'est aussi les questions que je me posais. Est-ce qu'il faut se faire accompagner ou pas, quoi. Donc, Mais vraiment, dans la recherche en elle-même, le fait qu'il y ait mon compagnon qui soit là, c'était vraiment, vraiment bien parce qu'on pouvait se retrouver entre nous et discuter des dernières infos. Donc, se refaire les films de ma vie, comme j'avais dit. Et ça, c'était vraiment bien parce que si j'avais été juste seule face à tous ces étrangers, ça aurait été quand même vraiment très dur. Et puis, je me demande si ça n'a pas aidé finalement dans les recherches parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment... il attirait tout le monde. Donc, on a reçu beaucoup d'aide, en fait, beaucoup d'aide spontanée qui ne serait peut-être pas arrivée. Peut-être dans la culture, une femme seule qui arrive, ça aurait été peut-être bizarre. Et puis, ce que j'ai appris aussi plus tard, c'est que finalement, les gens, ils sont un peu honteux. Parce qu'ils nous voient tellement comme riches et qu'ils sont un peu honteux qu'on vienne regarder
leur misère, leur pauvreté, alors que moi je les trouve pas si misérables en fait. Hein. Ils sont vraiment dans un environnement magnifique et ils sont toujours très propres, très bien habillés, etc. Et ouais, j'ai compris ça aussi, et j'ai compris que ça dérangeait, que ça pouvait vraiment déranger ça, cet aspect-là. Donc ça m'a, ça c'est aussi quelque chose que je me serais pas imaginé plus tôt. Que c'est, en fait, il y a un côté, mais elle a tout ce qu'elle veut, elle est occidentale, elle vit dans le luxe. Et pourquoi est-ce qu'elle vient nous voir chez nous, dans notre misère qu'est-ce qu'elle vient chercher? Le fait que tu viennes chercher justement tes racines, quoi. Oui, voilà, ça, ils ont. Parce que pour eux, ces racines, elles ne sont pas importantes parce que enfin, c'est la pauvreté. Alors que moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, en fait, tout cet aspect-là. Voilà, c'est toujours émouvant de reparler. Merci encore, Sunita, et puis à bientôt. Enchantée, oui, au revoir. Si ce témoignage vous a aidé dans vos questionnements, je vous invite à y mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça permettra de faire découvrir cet épisode et le podcast à d'autres personnes adoptées et qui auraient besoin également d'aide ou de témoignages pour avancer dans leur quête. Je vous remercie d'avance et à bientôt.